Vous écoutez Les Ardosiens, on espère que tout va bien. Saison 1, épisode 3. Désolé Jean-Pierre, de Daniel Conversano. Avec Lino. Salut. Avec Ray. Bonsoir. Avec moi-même, Bob, pour vous servir, mes chers auditeurs. On va tout de suite parler de l'auteur déjà, qui est comment est-ce qu'on en est venu à connaître chacun de nous Daniel Conversano, qui est-il ? C'est vrai que c'est bien de commencer par ça. Je pense, oui. Donc, moi j'ai connu Daniel Conversano en tant que vidéaste, comme beaucoup. Je l'ai connu, c'est un ami qui m'avait montré une émission où il parlait de drague. Ça m'avait plu puisque ça m'avait rappelé les grandes époques d'Alain Soral au tout départ, il y a 10-15 ans, où il parlait de drague, où il faisait un peu le macho de base, où il te donnait quelques petites clés pour comprendre Il était encore le dans féminisme. Là, Oui, c'était encore l'époque où il était quasiment mainstream. Et ça m'a rappelé Soral. Et puis du coup, j'ai commencé à le suivre un petit peu, tout doucement, sans... Je vois de quelle vidéo tu veux parler. Je l'ai connu également dans cette même vidéo. Ça s'appelle Draguer une femme en France. Mission impossible. Voilà, c'était l'époque. Mais je connaissais pas du tout son aspect, son travail politique. Et même, je crois que je me trompe, il me semble que la première fois que je l'ai vu, c'était dans une émission de Tepa. Où il faisait... il était hardcore. Il faisait un peu le Gogol 88. Et je l'avais trouvé très provocateur. Mais il a fait exprès parce que c'était sa première grande audience. Il avait accès à Tepa et il s'est dit là, faut que j'envoie le bousin, quoi. Ah oui, justement, ça a failli me faire un blocage. Moi, c'était un peu violent à l'époque, mais il a quand même défendu ses idées. Et puis après, je suis tombé sur cette vidéo qu'un ami nous a montrée. J'avais pas fait le lien avec lui, avec cette vidéo que j'avais vue, je sais pas. Et puis voilà, de fil en aiguille, je l'ai suivi un peu comme tout le monde qui s'intéresse à la politique sur YouTube. Je l'ai suivi un petit peu au fur et à mesure et j'étais curieux de savoir ce qu'il valait en tant qu'écrivain. Qui nous titille après l'avoir découvert. Moi, c'était avec ses émissions Zouk. C'était 2013, fin 2013, comme ça, où je l'ai découvert sur Internet. Ah ouais, tu le connais depuis vachement longtemps. Hein. Ah oui. Et c'était vraiment drôle, parce qu'en fait, ça avait un rapport avec ce qu'il fait aujourd'hui. Mais alors, c'était beaucoup plus artistique. C'était un personnage Zouk Zouk. Et Zouk Zouk, en fait, c'était un personnage tragicomique. Et il se mettait en scène comme ça à travers des tirades qu'il écrivait au préalable. Et c'était super intéressant parce que là, il donnait de son nectar, qui est le nectar de l'écriture. Et ce mec-là, en fait... C'est beaucoup basé sur l'écriture, ce qu'il fait. Conversano est un passionné de littérature, de lecture. Et aussi, on va dire, directement de politique et de théâtre et de cinéma. C'est un homme vraiment d'une sensibilité artistique très très forte. Et avec Zouk, ce qui était génial, c'est à chaque fois, il prenait des situations, j'avais l'impression quand même qu'il vivait, il les exagérait, extrapolait, faisait une espèce de mise en scène super drôle et laissait à réfléchir après. Et ça, c'était vraiment bien. Et ces vidéos, il y en a quelques-unes qu'on peut retrouver. Il y a même des vidéos très incongrues où en fait, il prend un auteur qu'il aime bien, par exemple Nab, et puis il va lire à la suite plein d'extraits de livres de Nab qu'il aime bien. Et puis il a vraiment fait avant le Daniel Conversano que l'on connaît aujourd'hui, qui est très acerbe, qui est très dans le moment de la lutte. Il est, parce qu'il le dit aussi souvent dans des interventions où il se filme en face caméra dans les rues de France, il dit quand même que c'est un artiste avant tout. Et même récemment, il dit aussi que le problème politique qu'il défend est grand, mais qu'en fin de compte, qu'il y a des problèmes déjà à régler avec soi-même, et des problèmes un peu plus d'ordre philosophique. Et ça, c'est très intéressant. Et juste pour terminer, on n'a pas vraiment dit, mais Daniel Conversano est un polémiste d'extrême droite, certains diront de la fachosphère, et il sévit sur Internet, sur tous les réseaux, etc. Et puis, alors il a balancé cet ouvrage, son premier grand cri littéraire en 2018. Désolé, Jean-Pierre.
Et encore, juste pour finir, c'est ça qui est très étonnant, c'est quelqu'un qui a des positions extrêmement radicales. Pour le dire clairement, il essaie de monter un réseau communautaire blanc en la France de 2020, c'est assez particulier. Donc c'est quelqu'un qui a des idées radicales et qui pourtant a une vraie sensibilité artistique. Donc c'est assez curieux de voir ça. Donc alors bon, comment moi je l'ai connu via la vidéo que Lino a citée, voilà, draguer une femme en France, mission impossible. Donc en fait moi ce que j'ai aimé, c'est que dans ce côté de la droite, à l'époque d'Internet, il y avait ce côté très cul à praline, très sérieux, où il fallait parler de choses que sérieuses, et lui, il ramenait un peu de folie, de fraîcheur, en fait, de fantaisie, en fait, oui, c'est ça, de fraîcheur. Ouais, de fantaisie, et je dirais même quand tu te réfères à cette époque et maintenant à l'époque de maintenant, c'est un des premiers, on va dire, dans le milieu de la droite fachosphère, j'ai balancé le mot, à avoir fait des titres de vidéos putaclic. C'est quasiment un des premiers quand il pense, tu vois. Avoir fait des trucs vraiment très percutants dans les titres, très putaclic, tu vois. Parce qu'avant, t'avais à chaque fois des vidéos... Il y a Valek un peu aussi. Oui, mais à chaque fois, t'avais des vidéos qui disaient « Ah, alors, review de ce livre, nous allons retracer... C'était à chaque fois... Et lui, il a ramené, voilà, un peu cette légèreté qui lui manquait à ce milieu. La légèreté, il en faut. Et un autre fait qu'on doit évoquer, c'est certainement par ce fait-là que vous le connaissez. En tout cas, c'est le fait qu'il l'a fait connaître auprès du plus grand nombre. C'est notamment quand Alain Soral lui a pété la gueule sur le plateau de Niveau Zéro de Dieudonné. Ça, c'est, je me souviens, c'était carrément passé dans le Parisien, dans des grands médias. Ouais, dans des grands médias. Et, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est son moment de gloire, on va dire. Ouais, c'est assez bizarre quand même de se dire ça. Le moment de gloire de quelqu'un, c'est quand il se fait démolir la tronche. Bah regarde, Jésus, c'est quand il se fait crucifier. C'est vrai. Le martyr est toujours premier dans les hackers. Et donc on va rentrer dans le bouquin. Donc petit brief, alors comme d'habitude attention, ça va spoiler, donc si vous voulez être spoiler si vous voulez être préservé du spoil, passez votre chemin ou revenez une fois que vous ayez lu ce livre. On va quand même essayer de faire attention puisqu'il y a des éléments, des scènes clés, voilà, des moments clés, ça serait dommage de les gâcher. On va essayer de pas les divulgacher. Il y a des petits moments hardcore aussi. Voilà, on va y arriver. Donc le bouquin, c'est le journal de bord d'un militant FAF. Ça se passe en 2017 pendant les élections présidentielles et c'est un militant FAF qui sent que la France ne va pas voter Marine. Un sale facho, un facho vraiment primaire, qui sent que la France ne va pas voter Marine Le Pen au présidentiel, en tout cas qu'elle ne sera pas élue présidente. Et du coup, il décide de monter un attentat pour essayer de faire pencher l'opinion publique. On va essayer de garder le nom de la personne qui va attaquer, mais c'est un présentateur téléconnu, on va dire. Et c'est ça le brief du bouquin. C'est ça exactement. Ouais. Et donc, alors la première chose à dire, c'est que c'est un bouquin qui est vraiment difficile, hardcore. C'est quelque chose qui est pas à mettre entre. C'est très dur. Ouais. Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Vraiment, il y a des passages qui sont assez durs. C'est une difficulté qui est différente de Guérilla, mais ça y ressemble quand même un peu. Tu trouves ? Ouais, il y a des passages, notamment la fameuse scène du chien. Et voilà, il y a la scène du chien. Moi, je te rejoindrais plus dans la similitude avec Guérilla, dans son rapport avec ce qu'il appelle les autres qui ne sont pas comme lui, en fait. Tout ce qui n'est pas comme lui et qui lui fait peur, qui le met dans des états presque... tragique comme ça. Ouais. Bah, non, le chien, c'est vrai que le chien, oui, dans le côté de la cruauté. Tu veux dire le côté où le livre te prend au trip. Voilà, c'est ça. D'accord, okay. C'est voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une scène. Ça m'a rappelé la scène de Guérilla, l'ouverture, où c'est le génocide de Kouffar. Voilà, c'est cette scène du chien.
Voilà, là, c'est coup sur coup, c'est 2 livres que je viens de lire, c'est 2 scènes qui m'ont retourné le bide. Franchement, c'est waouh. Et il y en a une dans ce C'est livre-là de Daniel Conversano, Désolé Jean-Pierre, qui m'a viscéralement fait chier et m'a pris au trip, presque en fait d'une autre manière que celle du chien, c'est celle de la pizza, lorsqu'il commande une pizza, et là en fait, il a tellement bien décrit ce que l'on peut ressentir quand quelqu'un se fiche de nous de A à Z. Tout l'alphabet y passe. Là, et puis, Elle m'a pas tant marqué que ça. Je sais que ça vous m'a deux, marqué, elle vous a marqué, mais moi, vous m'en aviez parlé de cette scène, et quand j'ai lu, je fais oui, bon. Peut-être parce que vous me l'avez un peu divulgaché en même temps. Oui, on te l'a divulgaché, c'est vrai. C'est vrai qu'on te l'a... Et donc, mais voilà, tout ça pour revenir sur le côté dur, c'est par contre, il ne vous ment pas sur ce côté difficile du bouquin, parce que dès le départ, ça commence par un mec qui se roule, qui se retrouve, qui s'écrase sur une merde de chien. C'est vraiment, c'est littéralement les premières phrases du, les premiers pieds. Il met une pied, il glisse dedans, il tombe, il se fracasse dessus. Et j'aime bien aussi les 2 premières phrases de la préface de Piero San Giorgio, qui dit ce roman est un cri, le cri du cœur d'une jeunesse paumée. Effectivement. Et donc, pour en revenir dans... Voilà, c'est tout ça, c'est très... très dur. Dès le départ, voilà, ça commence, un mec qui tombe dans une merde. Dès d'entrée, il ne vous ment pas. Et tout ça, donc, se passe plus ou moins dans la tête d'un faf. En tout cas, il retranscrit sur le papier. Donc, c'est extrêmement raciste. Ah oui, alors, attention, tous les mots, tout ce que vous voulez, ça y va. Ça fuse, ouais. Ça C'est fuse. sans filtre, aucun filtre. Ah et oui. en fait, On n'est pas habitué, hein. Ah oui, on n'est pas du tout habitué. J'étais vraiment choqué. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il met en scène ce facho. Mais tu dis que c'est un facho primaire. Et je trouve pas, parce que c'est un facho justement qui n'est pas caricatural. C'est pas un stéréotype. C'est un facho. Voilà, c'est cet informaticien un peu qui va de. Quand je dis primaire, c'est dans le stéréotype, c'est dans l'imaginaire collectif. Ah ouais, tu trouves? Bah, Parce que en France, en 2020, quelqu'un qui pense ce que pense cette personne-là est désigné facho primaire. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, il le pense, mais il ne le vit pas du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est dans ses actes. C'est dans sa tête, voilà, tout ça. Tout est dans sa tête, parce que quand il se décrit à la façon d'un Stephen Bacon, un peu, c'est d'un petit acteur filiforme, américain, comme ça, plutôt beau gosse, on a du mal à se dire, quand on le croise, en fin de compte, si on le croisait dans la rue, que ce mec est un facho, quoi. Oui, il est pas... Voilà, oui, ok. Il n'est pas dans... C'est pas le mec avec le bomber sur le crâne rasé. Voilà, exactement. Okay, oui. Puis, dans sa vie de tous les jours, il traîne avec tout le monde, il vit le cosmopolitisme, et puis, voilà, il vit avec, et c'est vrai que c'est dans sa tête. C'est dans sa tête, à fond les ballons. Et donc, c'est dans la tête d'un faf, dans la France 2020, et là où c'est très difficile aussi, c'est que ce bouquin montre vraiment de manière assez propre ce que c'est que la violence dans une société, la violence d'une société multiculturelle. Faut dire ce qui est. En France, en 2020, on est dans un pays où il y a plusieurs peuples qui vivent sur le même territoire. Quand je dis plusieurs peuples, ils ont tous la nationalité française, mais c'est des peuples qui ont des coutumes et des mœurs différents qui se côtoient. Et cela engendre beaucoup d'incompréhension, de malaise et de violence. Et ça, c'est extrêmement bien décrit dans le bouquin. Ça sert à rien d'essayer de... C'est un fait, ce que je dis là. Ça sert à rien d'essayer de dire non, c'est pas vrai. On l'a tous senti au moins une fois, voilà, cette incompréhension, cette difficulté-là. C'est un empilage de gens qui ne se comprennent pas. Voilà. De communautés, de groupes, sans même parler de communautés, mais de groupes. Même aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en groupe d'amis. Parce que beaucoup disent « Oh, le communautarisme de ceci, de cela ». Mais en fait, on fonctionne par petits groupes qui sont amoncelés les uns à côté des autres, qui des fois se mélangent, mais très rarement. C'est vrai que la société, elle est à la fois multiculturelle et en plus, elle se fragmente. Oui. Il y a les véganes, il y a les faf, les anti-faf, tout ça, il y a plein de micro-groupes qui se créent, voilà, et ça montre un peu la violence de cette société-là. C'est ça. Autre fait qui... Puis t'as des modérés, t'as des salafistes. Voilà, t'as les... Même voilà, quand on parle d'une communauté, même dedans c'est parcelé et dans plein de groupes. Alors tout ça mis dans un petit pays en fin de compte comme la France,
crée des explosions permanentes. Et on peut très bien le voir de toute manière en surfant sur Internet, sur les faits divers, c'est en permanence. Oui, c'est sûr. Et on y reviendra. Là, une chose qui est très intéressante et qui fait que le bouquin est très difficile à supporter, selon moi, c'est en fait, c'est le propos en fait en lui-même. C'est le projet d'attentat. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de monter un projet où le but c'est d'aller chez un journaliste, le décapiter et faire passer cela pour un attentat islamiste. Chez ce fameux Jean-Pierre. Chez ce fameux Jean-Pierre. Et donc il se prépare à ça, et c'est d'une violence énorme dans sa tête. Et la violence est tournée envers lui, c'est ça qui est il se tourne vers lui. incroyable. Ouais, et ça, alors ça c'est un des trucs qui m'a le plus plu, c'est qu'effectivement pour préparer cet attentat, il se fait une préparation, et sa préparation elle est hardcore. Il se crame des cigarettes, il s'écrase des cigarettes sur le corps, sur le bras, histoire de faire monter sa haine en lui. Il regarde des vidéos de décapitation d'islamistes en permanence. Il s'entraîne à découper des pluches. C'est marrant à lire et c'est à la fois difficile. Et si je peux me permettre, voilà, avant de parler des préparatifs, effectivement, de ce fameux Lionel, Oui, Lionel Richard. Qu'est-ce qu'il fait pour se préparer? On n'a pas dit, c'est Lionel Richard. Lionel. Alors voilà, avant les préparatifs, moi je me souviens d'une partie du livre, vous me confirmerez, parce que bon, j'ai lu ce livre quand je l'ai reçu. T'es le premier à l'avoir lu. Voilà, je suis le premier à l'avoir lu. Et moi je suis le dernier à l'avoir lu. Avant Lino et avant Bob. Donc de ce que je me souviens, corrigez-moi si je me trompe, je me souviens qu'en fait il dit moi je veux assassiner en fait ce fameux Jean-Pierre, parce que ce Jean-Pierre en fait représente en fait l'esprit l'esprit français. Non, pas pas forcément ça, je pensais pas ça. Ce personnage représente l'esprit sympathique de la France. Je te parle du JT matinal, du producteur local, de l'artisanat, etc. Il veut décapiter l'innocence et foutre tout le monde dans la merde. Il se dit que si je m'en prenais à une personne dont l'unanimité, c'est vraiment l'unanimité générale, tout le monde le trouve sympathique, ce fameux Jean-Pierre. C'est vrai que je connais personne qui ne l'aime pas. On pourrait inverser la tendance. Voilà ce qu'est la psychologie en fait du personnage. Confirmez-moi ça. C'est ce qu'on disait. Il y a un passage du livre qui dit ça en tout cas. C'est comme tu dis, c'est son projet. Il veut assassiner l'innocence. Il veut assassiner ce qui fait du bien à tout le monde. Sympathie. La simplicité, la sympathie. Il veut retirer les petites doses de bonheur qui restent encore aux Français. Et il avait identifié ça c'est chez ce personnage. Jean-Pierre. Donc il veut le tuer. Et on a oublié de préciser aussi que dans ce bouquin, c'est que des personnages réels, mais qui ont des noms trafiqués. Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Masson. Ce genre de choses-là. De Marine Le Pen, c'est Marine Delaine, etc. Mais on reconnaît quoi, et même les dates sont modifiées d'un millénaire près. Oui, c'est vrai que ça se passe en 3017. Et tout est pareil qu'aujourd'hui, mais c'est 1000 ans. C'est vrai que ce petit effet de style, ça ajoute pas grand chose, mais c'est marrant. C'est un peu, Daniel nous fait part un peu de sa fainéantise à travers ça. Ouais, non, honnêtement, je pense que il voulait pas de problème et il a. Bah oui, je sais bien. Oui. Non, oui. Et puis je pense que c'est aussi pour montrer le côté un petit peu halluciné de cette histoire, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chaos dans sa tête, qui est imaginé au point de projeter un attentat. Faut avoir un petit peu des problèmes quand même. Et donc situer l'année en 3017, c'est histoire de montrer un petit peu plus le décalage avec la réalité. Oui, qu'on est il est dans un monde parallèle d'un coup. Là. Un petit peu, Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il continue en permanence, en même temps que les préparatifs, à vivre sa vie de tous les jours et à procrastiner tout ce qu'il se met comme
nouvelles directives, à part tout ce qui lui fait mal en fait. Par exemple, se mutiler, il le fait. Avoir une vie indécente, il continue, il intensifie de le faire. Ah oui, ça c'est un des moments de la préparation où il essaye plus ou moins de se suicider, mais à force d'enchaîner l'alcool, les soirées, histoire de se donner plus aucune autre alternative. Il détruit son corps, il détruit son esprit pour être une espèce de loc ayant pour seul objectif faire cet attentat. Et voilà, donc il détruit son esprit, mais il renforce son corps. Il fait de la muscu, du sport à côté en même temps. Voilà, c'est ça, c'est qu'il procrastine quand même beaucoup. Tout ce qui est muscu qui se met en tête, il le fait on va dire les derniers jours avant. Il fait des trucs mais vraiment incongrus. Et puis ah non, parce que alors moi je l'ai lu plus récemment que toi. Il les fait ces séances. Oui, dans le journal de bord, oui. tu sens qu'il s'implique un petit peu. Et c'est un peu à la fin justement qu'il décroche de ça. Ouais, mais tu sens aussi que pendant il décroche un peu, quoi. Il y a des moments où il n'y est plus trop, quoi. Oui, il y a des moments de doute, il y a des moments, c'est comme tout, dans chaque projet, t'es jamais à fond tout le long du projet, il y a des décrochages. Alors que celui-là est totalement dingue. Oui, c'est un projet, oui. C'est ça qui est... En fait, il y a un moment donné du livre, on est vraiment dans une espèce de brouhaha, de folie. Et heureusement qu'à la fin, il y donne une issue... Enfin bon, on en reviendra après. Ouais, ça c'est à la fin. Autre chose importante qui fait que ce bouquin est difficile et je dirais hardcore, c'est cette fameuse scène du chien. Alors, on va pas la spoiler. Moi, c'est une scène qui, comme je vous ai expliqué, qui m'a vraiment fait mal au bide. Pour peu qu'on aime les chiens, c'est assez difficile à supporter. Et moi, cette scène, je vais pas la divulgacher, mais quand même, il y a un ressort derrière qui est intéressant à voir, c'est que pour combattre le mal, il doit lui-même devenir le mal. Et c'est marrant de voir que les personnes qui combattent, donc les musulmans, les intégristes, les islamistes, pour combattre ces personnes-là, il est pas loin d'avoir le même comportement qu'eux. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'il suffit de regarder les vidéos que ces gens-là font sur Internet, sur certains animaux, enfin vous comprendrez. Et c'est souvent des gens qui malheureusement viennent de cette communauté qui font ça. Et ben il est à deux doigts de devenir comme eux pour faire ça, oui, pour combattre le mal. Ça a l'air d'être un peu abscon ce que je raconte, mais quand vous aurez lu cette scène, vous comprendrez, je pense. En général, quand on se fixe un but comme ça de combattre l'atrocité, par l'atrocité, on devient ce qu'on reproche à l'autre. Voilà, et c'est une grande morale, ça c'est une leçon millénaire que tout le monde connaît, mais il faut pas utiliser les armes du mal contre le mal, sinon on a toutes les chances de devenir ce mal soi-même. Non, et moi je trouve que cette scène est vraiment quasiment du génie, si c'est un éclat de génie. Parce que c'est vraiment se dire, voilà, j'ai une âme noire et par quel palier je vais passer pour commencer à être une grosse saloperie en fait, quoi. Pour vraiment être inhumain en fait. Comment je vais encore plus noircir mon âme, quoi. Quel est le palier à passer, tu vois. Et donc vous noircissez également votre âme en lisant ce bouquin. En tout cas, ces passages-là. Il y a de ça, oui. Malgré que la fin soit un élan d'espoir. Voilà, on y reviendra. Et malgré surtout aussi le fait que, voilà, c'est le deuxième axe que j'aimerais aborder, c'est le fait que ce soit un bouquin qui est très sensible et qui a même beaucoup de beauté en lui. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin, c'est à la fois vous côtoyez l'immondice et à la fois la beauté. Ouais, la beauté et la violence. Voilà. C'est un peu la vie en soi, c'est un peu une allégorie. Et dans son style littéraire, c'est marrant parce qu'il se permet des vraies fractures. Ouais. Il se permet des vraies fractures de style. Il y a des moments où il est... où il envoie un peu comme ça, de but en blanc, ce qui se passe, les notes de Lionel, etc. Puis d'un coup, il fait prendre à Lionel des moments de grande littérature. Je trouve vraiment là, on sent le Daniel Conversano qui est inspiré par tous les auteurs qu'il aime et qu'il anime. Il y a des moments vraiment sublimes. Il y a des moments de poésie en tout cas, c'est sûr. Oui, il y a des moments de fantaisie en fait dans ce livre qui crée, comme je l'avais dit dans la vidéo de Garia, qui crée en fait des moments de pause et de respiration en fait dans ce livre qui est sombre, quoi. Ah oui, il y en avait vraiment besoin des moments de respiration. Justement après la scène du chien, justement, c'est un moment de respiration, je me suis dit
Heureusement. Voilà, ouais, c'est. Ouais, ça, oui, ah oui. Non, mais c'est bien Heureusement, que c'est bien que cet auteur ait pensé à ça en tout cas. Bah, c'est ça le travail d'un écrivain en même temps. Parce que moi, je te dis que des moments comme ça ou que de la noirceur, ça m'aurait pas plu. Non, mais c'est vraiment Ça des m'aurait montagnes pas russes. tellement plu, tu vois. J'aime bien avoir des variantes Ah un oui, peu de. ah oui, c'est... Moi, ça dépend de mon humeur. Moi, j'aime bien les œuvres radicales ultra hardcore aussi, mais. Enfin voilà, c'est déséquilibré en tout cas, c'est sûr. C'est une très belle nuance, ce livre, c'est nuancé, il y a plein de couleurs et d'émotions. Et voilà, moi ce que j'ai trouvé beau notamment, c'est la description de la France éternelle qui est fait via le personnage de Jean-Pierre, ce journaliste, qui représente un petit peu ce qu'est le français de sang, traditionnellement. L'espèce de sympathie qu'il apporte, il représente cette France éternelle, les villages, le bon vivant, cette chose que tout le monde aime, que tous les Français aiment, que tous les étrangers aiment de la France. C'est cette France éternelle et qui est très bien décrite dans ce bouquin. Et il dit même, là je viens de m'en rappeler, il dit même ces reportages avec Jean-Pierre que l'on regarde avec tendresse. Oui, c'est vrai. Tu vois. Et complètement, il y a une certaine... Il y a ça, et donc surtout ce qui fait contrepoids à toute cette noirceur, c'est l'histoire d'amour. Parce que oui, il y a une belle histoire d'amour dans ce bouquin. Moi, je m'y attendais pas vraiment. Et c'est vraiment une belle histoire d'amour. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Dès le départ, dès la première rencontre... C'est dès la première rencontre, c'est dans un endroit un peu improbable, dans une situation un peu improbable. C'est ses dernières vacances avec ses potes. Voilà, c'est ça. Ils se payent des vacances en Espagne, là, ils partent tous ensemble. Avant de commettre son attentat, il se permet ça. Je vais aller avec mes potes, on va se faire des putes, on va bien manger, on va fumer des pétards en Espagne à la frontière. Et là, l'inattendu arrive, quoi. Même ils arrivent là-bas et puis rien du tout, en fait, ils ne font rien de ce qu'ils ont prévu. Ils se retrouvent plus à flâner, à faire vraiment les touristes. À chiller, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça, voilà, et chiller. Et voilà, cette première rencontre, elle est à la fois très sexuelle. Ça, c'est pas vraiment le côté que je préfère, mais c'est à la fois très sexuel, il y a beaucoup d'attirance. Sensuel, je dirais. Un peu. Ou tu peux dire sensuel, mais ouais, il y a de la sensualité aussi. C'est très érotique. Érotique, mais il y a aussi de la beauté. C'était magnifique. Il y a aussi de la beauté. Cette scène est vraiment belle. Je dirais même, comme il dit souvent, il emploie souvent ce mot de la volupté. Oui. Je voudrais dire comment est-ce qu'il définit un peu justement ce voyage. C'est. Tu vas lire un passage du bouquin. Page 119. Le voyage est une des dernières choses qui sachent mettre un pansement sur les âmes vieilles et meurtries. Voyager, c'est découvrir. Découvrir, c'est faire l'expérience de la jeunesse à nouveau. Voir comme un enfant avec l'œil de celui qui débute dans la connaissance d'une thématique. La découverte donne soif. C'est vrai qu'il parsème... Il y a beaucoup de petites pensées comme ça qui parsèment ce bouquin. Je me souviens qu'à un moment donné, il parle aussi du son. Du fait que plus une civilisation est avancée, plus elle aime le silence. On peut être d'accord ou pas avec ça, mais c'est des réflexions intéressantes. Et juste pour revenir à cette petite phrase, je pense aussi qu'il dit ça parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un, si je ne me trompe pas, qui est atteint d'acouphènes récurrents, il a des espèces de bruits... de bruit démoniaque dans sa tête en permanence. Donc je pense que ça c'est la sensibilité de l'auteur vis-à-vis du son du coup. Et juste pour en revenir du coup à cette fille qui s'appelle Hélène, et donc c'est une histoire qui va se développer et elle est vraiment intéressante parce qu'elle fait contrepoids à toute cette laideur, à tout ce côté hardcore. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, au final, ça revient à une sorte de combat intérieur. Parce que Lionel va donc mener un combat intérieur, il va devoir choisir entre sa mission, en tout cas ce qu'il pense être sa mission de sauver la France via l'assassinat de Jean-Pierre, et son amour pour Hélène. Et pour en revenir à l'histoire d'amour, moi c'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, et je me suis dit en parlant avec Rai que moi j'aimerais beaucoup
qu'il écrive un bouquin entier d'histoire d'amour. Ouais, Ah oui. j'aimerais bien Ah ouais, qu'il une écrive histoire- une romance. Une romance, mais une romance. J'aimerais beaucoup, c'est ce que j'ai le mieux aimé aussi, pareil. Alors, c'est pas forcément ce que. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est pas forcément ce que j'ai le mieux aimé, mais c'est. Enfin, c'est. Tu vois, en tout cas, j'ai beaucoup Bah, aimé. ça ressort comme ça parce que c'est très inédit en plein dans tout ce tumulte mental. Quand ça arrive, c'est vrai que c'est une vraie fraîcheur. Après, il y a C'est bien, des petites c'est bien touches amené, d'humour c'est très aussi, sensible. Et moi, j'aimerais vraiment donc, qu'il ait écrit une histoire d'amour entre un faf et une fafette. Il y aurait Ah oui. moyen que ça soit vraiment très très Ah, la drôle. Brasillac, ouais, bah oui. Ouais, oui, enfin, voilà, ça serait. Moi, j'aimerais bien Bah, il y voir a les ça. 7 couleurs de Brasillac qui parlent un peu de ça, d'un couple dans les années 30 qui se forme, qui est dans les mouvements fascistes et qui traverse l'Europe ensemble comme ça à travers tous les mouvements FAF de Mussolini en passant par Berlin Ah là, d'accord, ok. et qui a failli avoir le prix Goncourt de l'époque. Hein. Ah, carrément. Ah oui, oui. Bah voilà, j'aimerais. Bah, Ça, en tout cas, moi, je serais curieux de lire ça. Ça serait très pourquoi bien. pas une prochaine émission tiens, sur les 7 couleurs. C'est parce que c'est un grand roman d'amour. Ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Il y en a des Et alors, milliers d'émissions à Brasillac faire. s'est fait fusiller pendant la Grande Purge après la Seconde Guerre. À la Et donc, Libération, il n'est plus édité, mais on peut se le procurer. On peut toujours se procurer Oui, des bien PDF sûr. sur internet. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a des rééditions de Brasillac hein, quand même. Ah oui, je pense. Bah, Oh, faudrait Genre, voir. il est ai quand pas même, trouvé, c'est quand même, bon, on en pense ce qu'on veut, c'est quand même un écrivain bien très sûr. connu. Bien sûr, de il la a marqué France. de la littérature française. Mm. Et par contre, à la bibliothèque, il n'y a plus. Hein, Il y a plus. Accrochez-vous, il n'y a plus, les amis. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, j'en ai pas trouvé. Et Moi, je suis dans un petit patelin, faut dire. dernier axe que j'aimerais développer, c'est le côté. Dernier axe déjà, mais attends. En tout cas, après, vous rajoutez Ah oui. des choses, hein, c'est Ah juste oui, le plan qu'on d'accord. s'était Ah oui, fixé. oui, Après, bien sûr, vous bien sûr, pouvez bien sûr. dériver, il n'y a pas de problème. C'est la France moderne, c'est-à-dire ce bouquin est très moderne, il est très dans l'actualité, dans l'esprit du temps. Donc ça montre vraiment, comme je disais, la France la France actuelle, c'est-à-dire qui vit la colonisation de plusieurs peuples. Et donc voilà, comme je disais, toutes les violences que ça engendre. Donc ça, c'est la France actuelle, donc c'est moderne. Autre chose aussi, c'est au niveau de l'amour, il montre avec subtilité comment se passent les amours de nos jours auprès chez les jeunes. C'est beaucoup de petits échanges, de conversations par Messenger, par mail. Ouais. C'est des choses un peu hallucinées où on attend l'autre sans le voir, mais on passe beaucoup de temps, On plus essaie de de temps. se donner un style aussi. Voilà, on essaie de se donner un style, on passe beaucoup plus de temps à s'échanger, à se parler virtuellement qu'à se voir en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est des amours très, très modernes, il le retranscrit vraiment bien. Et ça revient un peu aussi au moment où il y avait tous les courtisans qui allaient, qui laissaient les petites lettres. Oui, qu'il y avait des relations Voilà, épistolaires. C'est vrai que l'amour qu'on vit actuellement, c'est un peu un retour aux amours épistolaires. Ouais. Voilà, c'était au XVIIe siècle, C'est ça. XVIIIe siècle, Ouais. XVIe siècle. Il y a des gens qui s'envoyaient des lettres d'amour, comme ça, à distance, qui se les renvoyaient. Ben, on est en train de revivre la même chose, mais sous message numérique. Plus instantané, mais dans la même forme, quoi. Ouais, le fond est un peu le même. Ouais. Sauf que bon, on a le choix de qui. Avec qui on fait ça aussi. Ah non, mais Tandis que le roman épistolaire, bon. Ah bah si, t'avais le choix, mais tu tu savais veux- à qui tu envoyais. Oui, tu savais à qui tu envoyais, mais si tu veux, tu pouvais pas te dire oh bah attends, il y a lui ou elle à côté, Ah oui. je peux zapper, tu vois. Il y a pas ce côté je zappe. Il n'y a pas un côté Tinder, non. Ça, c'est oui, clair. mais moi je te parlais du moment, à partir du moment où la relation Elle se crée. elle est créée. installée, tu vois. Là, tu parles de l'avant, la chasse. La chasse, effectivement, c'est pas la même. Mais je te parle à partir du moment où la relation Mais installé. est installée, c'est un peu le même fonctionnement que les relations épistolaires, mais avec des moyens numériques modernes. Comme tu y vas à la chasse. Ouais, il y a un Tu peu de chasses ça, avec quoi, toi effectivement. Bah, Dis-moi. Tinder dans les bars, des choses comme ça, mais c'est. Tu chasses à la rose ou C'est pas péjoratif quand je dis la chasse, on a tous connu ça et c'est des choses qui sont Bah oui, non, mais excitantes bien à sûr, vivre. oui. Voilà, faut pas se cacher. Et le chasseur, Lino le chasseur. voilà, ça va, on a tous. Qui n'a jamais été chasseur, lève la main ici. Moi je suis plutôt tireur. Front tireur. Je déballe directement le Je matériel. tire- je tire dans le dos, directement. moi. Ah ouais, bah je demande pas son avis, quoi. Non, bah je m'adapte à nos nouveaux arrivants.
Vous, vous- vous êtes habillé de façon provocante, c'est pas de ma faute. Voilà, j'y vais quoi, je fonce dans le tas. Franc-tireur. Autre. Autre justement. Oui, vas-y. Il y a aussi ce côté trouble avec ce personnage de Lionel Richard. Le héros. Le héros. Et à un moment donné, c'est en plein dans sa folie de préparation meurtrière. Le mec décide de se commander cette fameuse pizza, quoi. Ah, la fameuse Et pizza. donc il a faim, il veut une pizza avec du jambon. Mais le mec nous raconte comme quoi il s'est déjà fait couillonner plusieurs fois par des vendeurs de pizza musulmans qui lui mettent du jambon d'Inde alors que lui il veut du jambon de porc, bien gras. Et pour la énième fois, il appelle et il demande carrément au téléphone et il nous explique qu'au téléphone la voix est assez de confiance. Il se dit non, c'est pas l'un des leurs, non, ce n'est pas un arabe, c'est bien un blanc à qui j'ai affaire. Et je lui demande quand même est-ce que c'est du jambon. Il me dit oui. Alors il se passe tout un tas de choses et puis il se retrouve avec ce livreur qui lui apporte la pizza mais avec le jambon d'Inde. Il s'en rend compte à la fin. Mais entre-temps, il y a tout un problème avec la monnaie, avec le fait que la carte ne passe pas dans l'appareil parce que l'appareil a des problèmes de réseau, et il te raconte une montée en pression psychologique de sa part où il se sent comme une merde et ça le fait chier, et je n'attendais qu'un seul moment, c'est que le mec explose, qui dérouille l'halogène là, qui le fait chier, qui se fout de sa gueule ouvertement, et non. Il le montre, une partie très intéressante de ce Lionel Richard, qui en fait fait partie de tous les Français qui se plaignent de l'immigration, mais qui ont peur ne serait-ce que de le dire, c'est d'affronter le problème quand il est devant. C'est quand il est au quotidien devant celui qui le gêne, et le facho en général se débine. Il y a son côté gentil qui revient, il s'excuse, il se plie en quatre pour que la situation se passe, pour que l'ordre qu'il est habitué à faire, à subir, se passe, mais il ne comprend pas que l'ordre établi par l'État ne marche qu'entre Français, qu'entre gens civilisés. Et après, quand c'est fini, il est là devant sa pizza, et il pète tellement un plomb qu'il veut la foutre en l'air, et pour ça, il sort de chez lui pour la foutre à la poubelle, mais il est en claquette, chaussons claquettes, et il oublie ses clés à l'intérieur, et il se retrouve comme un pauvre con enfermé dehors. Et donc t'as là, Daniel Conversano nous montre, cette résignation totale du plus facho des fachos, sans parler du skinhead bien sûr, mais du français qui est raciste, qui n'en peut plus de ce multiculturalisme. Ça montre le côté loser même de ces gens-là. Totalement loser, mais oui c'est ça, et qui ne fait rien, et qui est plein de conseils et de lectures, mais en fait quand il est devant la situation, il ne fait rien, alors que le mec est en train de penser à tuer Jean-Pierre. Ouais. Merde. Et c'est là où le personnage est super bien construit, et où c'est un archétype complet avec ses désordres, Ses faiblesses, ses contradictions. C'est génial, c'est exaltant. Ah ouais, t'es vraiment ultra emballé. Entièrement, ouais. Et donc voilà, il montre bien effectivement cette jeunesse qui est présente au jeu en France, qui est une jeunesse assez paumée, entre les gauchistes, les fachos, les antiracistes, les immigrés intégrés, les pas intégrés, de ceux qui n'en ont rien à foutre. De ceux qui n'en ont rien à foutre. Et ça montre, il montre le côté perdu de cette jeunesse, et donc au-delà ça montre aussi la situation politique en France, puisqu'il faut pas se cacher, comme on disait, Daniel Corassano c'est un militant d'extrême droite, on peut dire. Et donc il a une analyse politique qui transmet dans son bouquin, et il y a certaines choses qui sont tout à fait intéressantes, notamment un point que j'ai trouvé intéressant, c'est à propos des catholiques. Ah oui, génial. Ah et oui, donc il se lâche entièrement. Alors là... Et donc là j'ai un petit passage. Donc c'est Lionel qui est dans un village païen, et Lionel est catholique. Et donc il y a un païen qui commence à lui dire que il en veut aux catholiques. Les cathos, ils n'ont que le Christ dans le cœur, pas de place pour toi ou moi là-dedans. Ils ne pensent pas à l'Europe, ils ne pensent qu'au salut de leur âme. Et le salut de leur âme, ça passe par le fait d'aider toute la lie de l'univers. Je ne peux plus me les voir. J'ai l'impression que tu confonds bourgeois et catholique, ai-je argué. Fred, tous les catholiques ne sont pas bourgeois.
Ah bon ? Je suis désolé, mais en France, si. On est sur du 80-90. Les ouvriers que je connais vont pas à la chapelle en sortant du boulot. Chez les prolétaires, il y a que les Polacs et les Portos qui pratiquent encore en allant à la messe. Je te parle de la France et des Français. Les pauvres en France ne croient plus en un Dieu interventionniste. Les fils de Bourges te disent « Mais Dieu est amour, ne sens-tu pas sa présence ?» C'est sûr qu'eux, avec papa et maman, qui leur payent leurs études et leur offrent un appartement à 20 ans, ils se sentent aimés de Dieu. Très bien, ouais. Et c'est vrai que ce qu'il dit n'est pas faux. C'est vrai que maintenant, il y a un problème avec les catholiques. Il y a une sorte de contradiction chez les catholiques. Les gens en France ont tendance à penser que les cathos sont de droite, voire d'extrême droite, mais ce n'est pas tellement vrai. Il a raison, c'est plutôt des gens qui... C'est des grands libéraux. C'est des grands libéraux qui sont plus proches de leur portefeuille que des valeurs. Et il le montre clairement, c'est des gens qui... bien souvent, malheureusement, on n'a rien à faire du peuple français. Je parle pas je parle vraiment du peuple catholique. Je parle pas des traditionalistes, des gens qui ont vraiment une foi très prononcée. Voilà, la masse catholique. Il montre vraiment cette trahison, et c'est un peu prémonitoire, parce qu'au moment où il écrit ce bouquin, il n'a pas les statistiques, mais là, il y a des sondages qui sont sortis dans le journal La Croix il n'y a pas très longtemps, montrant que plus tu es catholique, plus tu votes Macron. Et oui, les catholiques, maintenant, aujourd'hui en France, votent majoritairement. Nous l'avons vu... Excuse-moi, oui. Les catholiques en France votent très majoritairement Emmanuel Macron. C'est une réalité, et moi je le constate auprès des amis catholiques que j'ai. C'est bien souvent le cas, hélas. Et donc c'est des gens qui vont avoir ils vont être beaucoup dans la posture. C'est un peu comme les gens de gauche. Voilà, ils vont dans la posture, affirmer des principes, qui défendent la France, tout ça. Mais derrière, ils votent Emmanuel Macron. Ils passent leur temps à dénigrer les partis patriotes. Il y a une espèce d'ambiguïté. Oui, total. Oui. Et encore une fois, il y a des gens dans le milieu catholique, je pense à une personne comme Adrien Abosi ou Virginia Volta, qui sont des gens irréprochables, et même dans le milieu dissident, il y a beaucoup de gens qui se donnent une posture catholique, mais qui, dans les faits, ne le sont pas. Ils trompent leurs femmes, ils ont pas du tout une vie catholique. Après, il faut pas confondre le fait que d'être catholique, chrétien en soi, c'est quelque chose, on n'est pas c'est pas parce que justement, comme tu dis, tu pêches et que tu pars en couille de temps en temps, que ça y est, t'es banni de l'église. Ce qui est intéressant dans le livre, justement... Non, mais là, je te faisais tous les niveaux. C'est à la fois individuellement, ils sont pas raccord avec les idéaux qu'ils défendent, et ça se constate au niveau de la masse. Ah oui. Des catholiques. Oui, complètement, oui. Ah oui, complètement. Mais ce qui est intéressant dans le livre aussi, par rapport au catholicisme, c'est comment Conversano dépeint le catholicisme de son personnage, de Lionel. C'est à un moment donné, Lionel définit ce que c'est que pour lui être catholique, et il voit ça comme un catholicisme du pro-chevalier angélique, qui n'a rien à se reprocher. Et là encore une fois, Lionel est totalement paumé, parce que il se raccroche en fait à tout ce qui peut lui faire concevoir ses racines identitaire. Et vu que dans sa famille, il n'a pas reçu une éducation politique, il n'a pas reçu vraiment une éducation, de foi catholique, il n'a pas reçu toutes ces éducations qui construisent des racines et qui construisent l'homme qu'il aimerait et devrait être à ce moment-là, malgré tout son instinct et son bon sens l'appelle à être, parce que c'est ça en fait qui appelle Lionel à faire tout ça, et il part en couille en le faisant parce qu'il n'a pas de cadre. Et lui, il se décrit, pour lui, le catholique, c'est celui qui est irréprochable, mais vraiment qui mène comme ça une vie totalement de moine, quoi, presque un super-héros qui ne ferait que du bien. Donc, c'est là où il met en avant l'incompréhension de Lionel envers le catholicisme. Et derrière, ce qui est beaucoup plus intéressant, et où je le rejoins, ça va être la critique du clergé. C'est que Lionel a beaucoup de respect envers Jésus-Christ, il a beaucoup de respect envers les apôtres, envers les textes, etc. Mais il est dégoûté complètement du clergé. Il n'en peut plus, au point où à un moment donné, après si tu veux, j'ai le passage. Quand le prêtre se fait décapiter et qui va... je pense que c'est ça, non ?
Vas-y. J'avais oublié pourquoi je détestais le clergé contemporain. Voilà que tout me revient en tête d'un seul coup. Je repense aux évêques de France qui ont pris position contre le FN. Pourquoi personne ne demande de faire allégeance au pouvoir en place ? Ce sont eux qui en prennent l'initiative. Ils aiment la République maçonnique. Ils aiment être raillés du matin au soir à la télévision. Ils aiment chaque semaine que des églises ferment, qu'une église ferme ses portes, alors qu'une mosquée est construite. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est le reflet d'aujourd'hui de ce clergé catholique qui, à mon Qui sens... trahit. Il suffit de voir le pape François. Trahit totalement. C'est difficile c'est difficile d'être catholique et patriote quand on voit le pape François. Il y a une contradiction à un moment donné qui est évidente, et je crois que cette contradiction, au final, ils l'ont surmontée, pour la plupart, hein, toujours, ils l'ont surmontée en votant pour leur portefeuille et en se ralliant à ce catholicisme. Qui les portent quand même depuis qu'ils sont mômes, c'est leur tradition, c'est comme des habitudes. Oui, voilà, c'est ça. ils vont à la messe, ils sont habitués. C'est de la posture, mais j'y crois pas vraiment, c'est de l'habitude, voilà. C'est assez difficile. Je vais un peu parler de moi, là, pour faire un petit écho. Récemment, je sors d'une réunion politique et je vois de la lumière dans une église. En pleine nuit, vers 21h. Je rentre, et là, je vois quoi ? Je vois 4-5 paroissiens avec le prêtre posé, en train de parler, etc. J'écoute, et le prêtre, c'était un noir. Et je réponds un peu à ce qu'il dit, et il est très intéressé parce que je lui m'invite à sa droite, et on continue à discuter. Je lui dis à un moment, écoutez, Dieu a créé tous les joyaux, toutes les exceptions qui composent notre monde, et je pense qu'il serait dommage que tout ça se gâche et se perde dans une soupe. Préserver la diversité donnée par Dieu. Qui n'a plus de saveur et qui n'a plus de couleur. Et comme tu dis, préserver la diversité que nous a donnée Dieu. Et cet homme-là, qui était du Togo, en mission en France, donc prêtre de cette chapelle, enfin de cette église, pardon, il ne l'a pas du tout mal pris ni mal vécu. Et il m'a expliqué, et il m'a quand même répondu, et là c'était super intéressant. Il m'a dit que ce que je dis, c'est pas tout à fait faux, mais que le Vatican a pour but de créer un nouveau peuple qui aurait qu'une seule religion, donc la religion catholique. Il peut dire ce qu'il veut. Je sais que maintenant le Vatican, puis Vatican II, a un peu abandonné la volonté de convertir l'humanité. Voilà, et lui, moi j'ai pas l'impression que ce nouveau peuple, c'est un nouveau peuple métis, et que lui, ça ne le dérangeait pas. Et pour dire que toutes ces questions-là peuvent être traitées d'une manière tout à fait calme. C'est ça que je voulais dire. Et dans Désolé Jean-Pierre, il y a cette nuance où il nous montre Richard qui est en feu, dans l'émotionnel, et où il va nous montrer après un Richard qui, grâce à l'amour, comme on le disait, ça, on va y arriver. Qui s'assouplit à un moment donné. Et c'est très intéressant, comme ça, comme tous ces sujets-là, on peut les traiter de façon émotionnelle, mais comme on peut les traiter, même avec ceux qu'on a l'impression de blâmer, en toute quiétude. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans la haine et dans le ressentiment. Alors c'est difficile pour tout le monde, surtout dans la société actuelle où tout est exacerbé, tout est fait pour te rendre fou et te faire basculer. Mais il faut toujours essayer de garder la tête froide et pas tomber dans le ressentiment. Parce que j'ai autre chose aussi qui décrit très bien, c'est les gauchistes et leur comportement vis-à-vis des immigrés. Et donc là, ça sera le passage que j'avais envie de vous lire. Chacun d'entre nous va lire un de ses passages préférés. Très bien. Moi, c'est un petit texte qui se déroule au moment de la scène du chien. D'accord. Ça va pas spécialement spoiler. Et donc le chien s'appelle... c'est Flyky Flyke. Flyke. Ouais, Flyke. Ouais, Flyky, je sais pas, bref. Si je peux l'appeler Flyky, vas-y, fais-toi plaisir. Flyky m'a regardé avec une espèce de sourire de chien qui semblait dire « Eh mec, je te connais pas encore, mais je t'aime déjà. Bordel, les chiens sont vraiment trop cons. Tout bien considéré, on dirait des gauchistes. Ils partent du principe que tout le monde est gentil jusqu'à ce que les faits leur prouvent le contraire, avec une extrême violence. Ils persistent à croire en la bonté des hommes, et ce, même quand ils ont affaire à de vrais salopards qui les cognent et les méprisent au quotidien. Il n'y a qu'en dressant les chiens pour la défense de leur maître ou la garde de la maison qu'on arrive à les rendre un peu moins cons. Mais que dire ? Je les adore, ces cons-là.
Enfin, j'ai explosé de rire quand Ouais, quand c'est j'ai vu ce génial, passage. ouais, c'est vrai, oui. Oui, parce qu'on peut pas avoir une haine viscérale, là, c'est pas possible. C'est tombé dans la bêtise. C'est. Ouais. Mais ouais, la comparaison des gauchistes et des chiens, j'avoue Oui, que ça c'est m'a. ça, ouais. Voilà. Et moi, j'ai un chien, il est exactement comme ça. Et donc, mais et donc bien j'ai sûr, pensé à mon bien chien, sûr. je fais, oh là, c'est Mais vraiment, oui, c'est ouais. vraiment un Mais putain de gauchiste. même mon clébard, c'est la même. Quand il te regarde, c'est tout plein d'amour. C'est. Voilà. Ouais, mais mon chien, c'est n'importe quoi. C'est vraiment ça, on s'est déjà dit ça plein de fois. Il sait pas que le mal existe. Il y a un chien, il a une allure patibulaire, il est ignoble et t'as l'impression qu'il va tuer n'importe quoi. Lui, il arrive en courant dessus. Ah, vas-y, on veut jouer et tout. Et le chien se met à hurler dessus. Et ce qu'il fait, bah, un peu un comportement de gauchiste, il se met par terre, il lève les pattes en l'air, il attend que ça passe. C'est ça. Ouais. Ça, c'est parce que tu lui autorises à dormir dans ton lit. C'est pas bien. Non, il dort sur le canapé et puis c'est pas. Voilà, bon, bref. Voilà, vous voulez lire vos passages du coup? Ah ouais, on C'est enchaîne. un peu le moment. Allez, ouais, ok, ouais, allez, ok, passage. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'il aborde le thème de la famille. Donc, ça rejoint aussi tout son périple amoureux. On va y revenir à la famille, ça c'est le prochain gros thème qu'on doit aborder. C'est tout son périple amoureux. Alors, le passage que j'ai beaucoup aimé, donc, ça traite de la famille, de son bonheur avec Hélène. Page 243. Très vite, je lui ai proposé qu'on emménage ensemble pour mettre à l'épreuve nos sentiments et déterminer à quel point on arriverait à se supporter en vivant au même endroit. Je ne crois pas à cette connerie de routine qui ferait sombrer inexorablement les couples vers l'ennui ou la détestation mutuelle. Voilà. De ne pas se prendre la tête avec quelque chose qui est aussi simple que l'amour. C'est vrai que Oui. ce que je dis peut peut-être choquer parce que tout le monde trouve que c'est très difficile, mais si on trouve une femme qui nous aime, pour vous, mesdames, un homme qui vous aime, un homme qui vous plaît, mesdames, en fait, parce que c'est ça, la chose. Si un homme vous plaît, vous l'acceptez. Si vous nous aimez, nous vous acceptons. Et après, pourquoi se prendre la tête plus que les bons moments qu'on a choisi de passer Et ensemble. est-ce que c'est vraiment de l'amour quand c'est un amour qui est simple, c'est le plus beau des amours. Quand c'est compliqué, quand c'est ultra difficile, que ça part dans tous les sens, est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est ça. Est-ce que c'est pas un amour dégénéré? Avec un but autre que le bonheur, en fait. Voilà, c'est pas voilà, c'est beaucoup d'ego, de frustration là-dedans. Donc c'est pas l'amour, c'est pas du partage, c'est bon, C'est ça. voilà. Ray Alors, Allez, Ray. donc, alors, pour remettre dans le contexte de mon moment, donc Lionel a eu des échanges, voilà, avec cette fameuse Hélène, et il n'a pas révélé son secret. Et là, en fait, dans ce passage, en fait, Lionel se met à faire un rêve un peu fantaisiste, parce que il se passe plein de choses un peu folles dans ce rêve. Comme j'ai eu le bouquin il y a beaucoup plus récemment que toi, précédé, en fait, c'est une lettre qu'il écrit et qu'il met dans le sac à main d'Hélène. Ouais. Et dans cette lettre, il raconte le rêve qu'il a fait avec Hélène à ses côtés. D'accord, bon, Voilà. c'est un passage Ouais, c'est un un peu rêve, quoi. fantaisiste. Voilà, oui, donc du coup, c'est fantasy, c'est un Voilà. rêve. Donc après, voilà ce que j'ai retenu. Donc, à ce moment-là, il dit « Hélène, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Elle dit « Oui, Lionel. » Juste après ton « oui », nous entendons à l'intérieur de notre âme le cerf déclarer solennellement « Amen ». Tu n'as pas encore fini de me répondre en réalité. Oui, à condition que tu révèles ton secret et qu'on ne se cache plus rien à partir de maintenant jusqu'à la fin de nos jours. Puisque c'est l'unique moyen de te faire mienne, je te murmure cette révélation à l'oreille comme on souffle sur une fleur pour en libérer les pétales. Et là, à ce moment-là, il dit « je vais sauver la France, mais pour y arriver, je dois d'abord à ça. » Et vous ne saurez pas. Ah. Et J'ai beaucoup aimé Ouais, c'est beau, ouais. ce moment un peu fantaisie et de vrai. légèreté. puisqu'il Et se puis, fait bénir, le mariage est béni par un cerf, Voilà. une croix du Christ qui peut sur son dos, enfin un c'est truc ça, totalement et dingue. puis il voyage sur le dos d'un noir invisible volant. Alors ça m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé C'est ce... énorme, ouais. C'est C'est la mythologie de Lionel, quoi. c'est complètement n'importe quoi Dans à la- ce moment, mais Dans la j'ai tête d'un adoré, quoi. faf, quoi. Ah ouais, c'est ça.
Et donc voilà, donc on va arriver du coup à la fin. Donc tout ça, mine de rien, voilà, les deux extraits que vous avez choisis, ça montre bien tout le côté sensible et beau qu'il y a dans ce bouquin, qui rééquilibre, qui équilibre toute la noirceur qui existe par ailleurs. Et donc, au final, quelle est la solution ? C'est quoi ? C'est tomber dans la haine, passer du côté obscur, comme dirait Maître Yoda, et commettre un attentat pour essayer de réveiller le peuple français, ou essayer d'aller vers cet amour que lui propose Hélène. Et donc la solution, c'est qui trouve et qui préconise, et c'est pour ça on va se permettre de spoiler. On va permettre de spoiler ce passage, parce que le message est quand même important, et c'est vraiment important de dire que ce bouquin n'est pas du tout une apologie du terrorisme, surtout si vous allez au bout. C'est au contraire, au final, la solution qu'il trouve, c'est il se rend compte qu'il vaut mieux faire des enfants, donner la vie, que de ôter la vie, et c'est ça la solution. Complètement, c'est un message d'espoir énorme. C'est ça. Et combien de fois j'ai entendu, je parle pas là de personnes ou d'esprits extrêmes, hein, mais de gens lambda, quoi, qui vivent des vies tout à fait simples, me dire « Ah, j'ai peur de faire des enfants. Ah, mais tu te rends compte, moi, j'aurai jamais le temps, j'ai ma carrière. » Et puis, tu sais ce qu'ils disent, ces gens-là, incroyable, que ce soit les hommes ou les femmes, ouais. Ils disent « Ah, mais tu comprends, mais je veux être libre. » Je veux être libre, voilà. oui, c'est ça l'argument, en fait. Complètement, ouais. Moi, je suis quelqu'un de libre. Quel égoïsme. Quelle ingratitude face à la chance d'être eux-mêmes en vie, tu vois. Si j'ai échoué à devenir un homme d'action, peut-être réussirai-je à devenir un homme de cœur et bientôt un père de famille. Soit on tue des gens, soit on fait des enfants. Il faut choisir un moyen d'être utile à la cause, chacun en fonction de ses capacités. Donc, vous voyez, donc au final, c'est un bouquin qui appelle à fonder des familles. Il y a quoi de plus sain comme message ? Alors ok, ouais. Ça passe par des moyens, par de l'horreur, la moitié du livre, mais il y a aussi beaucoup de beau, et au final, c'est le beau et le bien qui triomphent malgré la situation difficile de la France de 2020, et surtout pour les FAF. Et c'est un message pour beaucoup de FAF. Ne tombez pas dans la folie, dans l'extrémisme. Essayez d'aller vers le vertueux, de construire et de faire une famille. La famille et tout ce qui va autour, en fait, tout simplement vivre. Si on a envie de faire des cruches en terre glaise, bah fais-le. Enfin, tu vois, dans ce livre-là, Daniel nous dit « Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait du bien ». C'est vraiment ça. C'est ça. Tout en gardant une espèce de rigueur pour la lutte et pour la cause que vous défendez. Mais allez-y, quoi. Vivez, il faut... voilà. C'est ça, moi. Et attends, juste, je finirai, c'est un message qui est universel, ça s'adresse même pas qu'aux FAF. À tout le monde. Ça peut s'adresser, par exemple, il y a beaucoup de gens d'écolo qui sont... très traumatisés en ce moment via toute la propagande alarmiste écologique, et qui ne veulent plus faire d'enfants justement pour leur cause. Oui. Et la réponse est la même. Essayez de tomber pas dans l'extrémisme, dans la fatalité, la folie, et faites des enfants, créez du positif et allez vers l'avant, puisque de toute manière, qui d'autre que l'homme peut corriger les problèmes de l'homme ? C'est vrai. Voilà, donc il faut bien élever ses enfants. Bah oui. Et élevez bien vos enfants dans les valeurs que vous ayez, que vous soyez FAF, que vous soyez écolo. Anarchiste ou je ne sais quoi. Voilà. Faites du positif. Bon, après, par contre, si les salafistes, pour éviter d'en faire, ça arrangerait tout le monde. Bon, ça, je te rejoins, Lino, oui, là. Ouais. Parce que c'est plus... Bon, bref. Sinon, qu'ils les emportent pas, voilà. Qu'ils restent en Syrie. Non, à Idlib. En ce moment, il y a Poutine qui fait du bon boulot, en fait. Ouais, tu vas trop loin. Ce que personnellement, moi, je dirais, pour conclure, en tout cas de mon côté, c'est de dire oui. Oui, c'est important de penser à son pays, à l'avenir du pays, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'instant T, mais ne vous concentrez pas non plus
tout le temps sur ça. Il ne faut pas non plus que ce soit une obsession. Sinon, ça devient la morosité. Ne tombez pas dans un engrenage à tout le temps regarder des vidéos ou à tout le temps regarder des choses négatives. Oui. Vivez, essayez de faire des choses positives et essayez de voir peut-être... Simple aussi, des choses simples. Voilà, des choses simples et... Essayez un peu de respirer, quoi. Je sais que le présent et l'avenir de la France préoccupent beaucoup de personnes, mais vivez, et du monde, il y a l'écologie aussi. Mais vivez, l'écologie. Vivez les gens, parce que c'est tellement important de vivre, et je pense, je n'ai pas eu pour l'instant ce privilège-là, mais à mon avis, ça doit être très beau d'avoir un enfant et de construire quelque chose et de dire, je vais transmettre, en fait. Bien sûr. Autre petit passage du livre qui rejoint ce que vous dites. L'utopie du dilettante qui cherche une solution unique pour régler un ensemble de problèmes complexes. Détruire est rapide et aisé. Construire demande un vrai travail qui s'inscrit dans le temps long. Construire est fastidieux, lent, chronophage, difficile et demande de la patience, de la constante dans l'effort, un sérieux au quotidien dans sa vie. Une grande force de caractère et une motivation sans faille. Voilà, c'est ça qu'il faut pour construire une famille et faire du positif et résoudre des... Vous ne résoudrez pas les problèmes les plus complexes que nous affrontons. Grand placement, grand réchauffement, tout ce que vous voulez, grand déclassement. Mais il y a que ça qui permet de, peut-être à terme, de corriger un petit peu la tendance en faisant une famille et en élevant bien vos enfants. Voilà. Et ça pousse aussi à l'action quand même, à vivre pour quelque chose, et ne pas rester dans son coin, à délirer, à partir en couille, faire des théories du complot. Et toujours tout remettre en question. Par exemple, il y a ce grand problème, on réfléchit quelque chose, on arrive à une conclusion et qui va nous pousser à l'action. Et puis d'un coup, on va être au seuil de notre porte, prêt à sortir, aller rejoindre ceux qui sont en train de faire. Et puis non, il y a le doute qui nous accable. Parce que on a envie de tout déconstruire, parce qu'on vient d'entendre une info, parce qu'on vient de lire quelque chose, parce qu'on a encore regardé cet écran une énième fois et la fois de trop. Et... En fait, ne partez pas dans l'utopie, restez dans le concret. C'est de dire, ah ouais, en fait j'étais dans l'action, et puis, oh tiens, cette information vient de s'ajouter à l'information principale, donc je dois étudier cette information. Voilà. Et au final, c'est infini. Et tout remettre en doute en permanence, c'est pas possible. Ne partez pas dans des arrière-mondes. Voilà. Essayez d'être concret, ne partez pas dans l'utopie ou dans la fatalité. Être concret, et quoi de plus concret que fonder une famille et de bien élever ses enfants. Voilà, donc est-ce que vous avez une conclusion à faire par rapport à ce bouquin ? Moi je dirais pour ce bouquin, ayez la curiosité de lire, allez-y, parce que pour en revenir à Daniel Conversano, là on voit que Daniel Conversano sait faire du contenu réel, je t'entendais, c'est un livre, c'est un contenu réel, c'est du concret. Ouais. Donc Daniel Conversano fait du concret, ce n'est pas qu'un clasher. Exactement, c'est pas juste une grande gueule, quoi. Donc allez-y, ayez la curiosité en tout cas. Ah oui, vraiment, là Daniel nous offre sa première œuvre. J'espère qu'il y en aura d'autres créations. En ce moment, il édite aussi pas mal. Oui. C'est très intéressant, j'ai pas eu l'occasion de lire... Je sais qu'il fait des recueils de poésie. Ah oui, d'accord, voilà. Enfin, il a édité des recueils de poésie. Il a édité notamment Raphaël, Zacharie de Isard. Ouais. Ah, il est sur plein d'auteurs qu'il met en avant comme ça. Et puis, écoute, j'espère que Daniel nous fera d'autres livres. C'est ça. Et allez-y, sans aucune hésitation. Tu voulais dire un truc encore ? Oui, je voulais rajouter quelque chose, c'est que dans un de ses lives, Daniel Conversano a dit, là c'est un roman poétique, peut-être que je vais en faire un autre, mais il a dit qu'il avait plein d'idées et qu'il ne voulait pas faire que des trucs entre guillemets politiques. Bah, bien sûr. Tant mieux. Il ne voulait pas être dans cette case-là, en fait. Mais on sent très très bien de toute manière qu'il a plein de choses à proposer, plein de thèmes à aborder, ne serait-ce que dans ce livre où il nous donne plein de petites touches comme ça, plein de petits bourgeons
de ce qu'il pourrait nous donner C'est ça, dans exactement. d'autres livres. Et donc, alors, quant à moi, la conclusion que je dirais, c'est, Ouais. voilà, au-delà du nom sulfureux Daniel Conversano, ayez la curiosité de lire ce bouquin. Vous seriez pas, je pense que vous serez pas déçus, que vous passerez un bon moment. Je me posais la question, quelles étaient, est-ce qu'il avait vraiment des qualités d'écrivain au-delà d'écrire des vidéos pour YouTube, et il a une vraie qualité d'écrivain Ah ouais. pour des romans en tout cas. Oui, complètement. Ouais. Donc voilà, je vous encourage à le lire, et c'est pas, ouais, le message est quand même plus subtil que ce qu'on pourrait penser, voilà, communautarisme blanc, voilà, c'est, il y a du positif là-dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission, et je vous dis à très bientôt. C'était très sympa. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, laissez des commentaires. C'était Les Ardosiens. Rendez-vous au prochain épisode.